Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du 8e chapitre du livre « Et si l'ésotérisme m'était compté » tome 2. Dans ce chapitre, j'aborde la question « Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Est-elle explicable ?» Alors la loi de l'attraction émet l'idée que nous attirons à nous ce sur quoi nous focalisons nos pensées. Alors si cette idée est exacte, pourquoi en serait-il ainsi? Comment cela fonctionne-t-il? Et est-ce que la science permet d'expliquer ou de nier ce phénomène? Alors, en introduction de cette vidéo, j'aimerais poser une question qui me paraît très importante. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque la loi de l'attraction va rentrer en conflit avec la loi de cause à effet qui est appelée karma. Le karma, c'est une loi de cause à effet. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous aurons en retour l'équivalent de ce que nous avons fait. Imaginons que dans une vie antérieure, nous étions dans une condition et que nous avons mal agi avec cette condition. Mal agi en fonction de ce que notre âme aurait souhaité que nous fassions. Donc dans cette vie, nous n'aurons plus la condition que nous avons eue auparavant pour éviter que nous reproduisions la même erreur que précédemment. Mais si dans cette vie, nous souhaitons quand même avoir la même condition qu'avant, est-ce que cela va être possible? Donc en gros, s'il y a un conflit entre ce que nous désirons et puis les effets que doivent engendrer les causes que nous avons faites, que nous avons générées précédemment, qu'est-ce qui se passe? Alors personnellement, je pense que le karma gagne, c'est-à-dire tant que le karma n'est pas équilibré, nous ne pourrons pas obtenir une chose tant que nous n'aurons pas équilibré, neutralisé ce karma. Et si vous dites ça à quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, il pourra vous répondre une chose pertinente qui est « Ok, c'est ce que tu penses, c'est ton avis, et pour toi ça fonctionnera comme ça parce que le monde fait en sorte qu'il va réaliser ce que tu penses. Par contre, si tu pensais que tu étais capable de dépasser ce karma et d'attirer à toi quelque chose malgré ce karma, tu pourrais le réaliser. Il y a donc deux concepts totalement différents pour répondre à cette question, deux manières de répondre à cette question qui sont opposées. Et donc, choisissez celle qui vous paraît la plus pertinente. Alors, quelques notions de physique. Un corps, c'est un assemblage d'atomes. Un atome, c'est de l'énergie. E égale mc2, ça veut dire que de l'énergie, c'est de la matière en mouvement. C, c'est la célérité. L'énergie dans laquelle se trouve un atome, c'est appelé un champ. Un champ, c'est une vibration. Donc tout ce que nous percevons a une nature vibratoire. Ce sont nos sens, oui, odorat, vue, toucher, goût, qui vont transformer ces vibrations et les transformer en quelque sorte en quelque chose de tangible, de matérialisé, de concret, de visible. Nous sommes donc des vibrations et nous émettons des vibrations. Et donc, est-ce que si nous émettons une vibration, nous attirerons une même vibration de même nature? Le pôle sud d'un aimant est attiré par le pôle nord d'un autre aimant. Un homme est généralement attiré par une femme et vice-versa. Donc les sexes opposés s'attirent. Plus généralement, dans un couple, une personne faible va plutôt être attirée vers une personne forte. Donc c'est comme si on cherchait la complémentarité. C'est comme si on cherchait ce que nous n'avons pas chez l'autre. Alors comment fonctionne la loi de l'attraction? Comment la comprendre? Parce que si une vibration de même nature attire cette même vibration, pourquoi on se rend compte qu'un pôle est attiré par son contraire et non pas par son équivalent? Une expérience qui permet de comprendre le fonctionnement de la loi d'attraction, c'est celle qu'on appelle l'expérience de double fente. J'en ai déjà parlé précédemment dans des vidéos, mais je vais le refaire.
Cette expérience est simple. On prend des billes de matière. On met 2 fentes et derrière on met un mur. Et on lance les billes de matière à travers les 2 fentes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le mur, les billes vont laisser des traces qui vont correspondre à ces 2 fentes. Jusque-là, tout est normal. Ça paraît logique. Par contre, quand cette expérience est faite avec des électrons, qui sont donc des billes de matière mais dans l'infiniment petit, et qui passent par ces 2 fentes, ils vont générer ce qu'on appelle sur le mur un schéma d'interférence. Qu'est-ce que c'est un schéma d'interférence? Donc ça n'a rien. C'est ce qu'on appelle, c'est un comportement, parce que les électrons vont se comporter comme des ondes. Ils ne vont pas se comporter comme des particules, mais comme des ondes. Exactement comme si c'était des vaguelettes d'eau. Ça va créer plusieurs traces sur le mur et non pas 2 traces comme si c'était des billes de matière. Alors si vous voulez approfondir la compréhension de cette expérience des doubles fentes, il y a des vidéos qui existent faites par le docteur Quantum qui sont super intéressantes et super bien décrites et qui vous expliquent toutes les conséquences de cette découverte en mécanique quantique. Ce qui est important, ce que cette expérience a montré, c'est qu'à partir du moment où il y avait un observateur, eh bien les électrons ne se comportaient plus comme des ondes et donc ne généraient plus ce qu'on appelle un schéma d'interférence, mais se comportaient comme des billes de matière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un observateur n'est jamais neutre. Par le simple fait d'observer, il fait des choix qui vont transformer un des potentiels en réalité concrète. Donc quand il n'y a pas d'observateur, ça crée un schéma d'interférence. Donc parce que ce schéma d'interférence dessine en quelque sorte la multiplicité des potentialités, des possibilités de concrétisation. Par contre, à partir du moment où il y a un observateur, automatiquement, ça va prendre un des choix et le faire se matérialiser. Et c'est pour ça que les électrons ne vont plus se comporter comme s'ils étaient des ondes, donc comme s'ils étaient des potentiels de plusieurs possibilités, mais une des possibilités va se matérialiser et donc l'électron va passer soit par l'une ou soit par l'autre fente et dessiner le schéma de ces 2 fentes. Alors qu'est-ce qu'une onde? C'est un ensemble de potentiels. Qu'est-ce qu'une particule? Un des potentiels qui se manifeste de manière concrète. À partir du moment où il y a un observateur, il y a donc dans ce potentiel, dans cette onde, plusieurs choix, eh bien il va prendre un de ces choix et en prenant ce choix, eh bien celui-ci va se matérialiser devant ses yeux. Donc l'onde va devenir particule. Le choix fait en sorte que l'électron ne se comporte plus comme une onde, mais comme une particule, car au lieu d'être la réunion de plusieurs potentialités, il devient une seule des potentialités. C'est comme ça qu'il devient mesurable. Parce qu'en mécanique quantique, on nous dit que dans l'état quantique, les particules ne sont pas mesurables. Elles peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Elles peuvent être dans le passé, dans le futur. Donc on ne peut rien estimer, rien mesurer sur ces particules parce qu'elles peuvent avoir plusieurs choix. Alors qu'à partir du moment où elles vont se matérialiser, bien là, c'est devient mesurable parce que un des choix va se matérialiser et donc ce choix va pouvoir être mesurable. Donc la loi de l'attraction ne s'explique pas par le fait qu'une vibration en attire une autre de même nature, mais simplement que nos sens vont attirer une vibration en la matérialisant. Il y a plusieurs potentialités qui existent, et bien nos sens vont faire en sorte qu'une de ces potentialités vont se concrétiser.
Et pour ça, par contre, il va falloir aussi que nous-mêmes, nous soyons dans un état vibratoire qui soit capable d'attirer l'onde et la faire se transformer en particules comme nous le souhaitons, dans le sens que nous voulons. Comment choisir la potentialité attirée? Des expériences ont montré que les perceptions changent la matière, que les émotions changent l'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc une onde, c'est un ensemble de potentiels, c'est-à-dire plusieurs possibilités. Il y a un observateur au milieu. Cet observateur, il va percevoir le monde qu'il y a autour de lui, et donc percevoir les différents potentiels et en faire quelque chose pour lui. Il va se l'imaginer d'une telle manière. Et il va avoir des émotions qui vont interférer également sur la manière dont le potentiel va se concrétiser en particules. C'est-à-dire quel potentiel va se concrétiser. Donc en fonction de la manière dont il va percevoir le monde, c'est-à-dire toutes les possibilités vibratoires, en fonction de ses émotions, ça va déterminer comment le monde va se manifester autour de lui. Donc le monde concret que nous voyons dépend des choix que nous faisons pour transformer une onde en particules. Et ces choix dépendent de nos perceptions et de nos émotions. Donc bien gérer les émotions pour amplifier la loi d'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je le répète, un état ondulatoire, c'est similaire à une pensée, quelque chose qui n'est pas encore concrétisé. C'est un état en puissance. Tous les choix sont possibles, car c'est un ensemble de potentiels, et c'est ça qui crée ce schéma d'interférence dans l'expérience de la double fente. Dès qu'un observateur va arriver, une de ses pensées va se concrétiser. Et donc là, il y a matérialisation d'un des potentiels. Il est donc important de voir comment nous allons percevoir le monde, car en fonction de la manière dont nous allons percevoir le monde, ça va dépendre de comment nous allons concrétiser les potentiels. Et si nous avons des émotions négatives, ce potentiel que nous aimerions faire se concrétiser ne se concrétisera pas. Par contre, si nous avons des émotions positives, cela va aider à la concrétisation. Donc il est très important, en évolution personnelle, il est très recommandé de se sentir bien pour que la pensée sur laquelle nous focalisons notre attention se concrétise. Car si nous souhaitons quelque chose, mais qu'en souhaitant cette chose, nous nous sentons mal, ce que nous voulons ne se matérialisera pas. Alors que si nous nous sentons bien, cela donnera beaucoup plus de chances que cette chose se matérialise. Et c'est pour ça que c'est très important d'être capable de plus en plus de se sentir bien dans n'importe quelle situation, quoi que nous vivions. Utiliser l'intuition pour amplifier la loi d'attraction. Alors si au lieu des émotions, nous cherchons à utiliser l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire le lâcher-prise. C'est donc l'inverse des émotions, c'est ne pas désirer. C'est accepter ce qui est, vivre le moment présent. En laissant l'intuition venir, cela va pouvoir concrétiser un des potentiels qui nous sera le plus profitable. Nous ne savons pas exactement lequel c'est, parce que c'est pas nous qui allons, c'est pas notre personnalité qui allons le définir, mais ça viendra de quelque chose d'un l'intérieur de nous, ça viendra de notre âme. L'intuition est guidée par notre âme, le plan bouddhique. Donc notre âme va pouvoir choisir. Si nous la laissons choisir par ce lâcher-prise, elle pourra déterminer ce qui est le meilleur pour nous dans le moment présent. Donc c'est en évolution spirituelle, il est recommandé d'accepter le moment présent et de laisser l'intuition guider nos pas. L'intuition augmente le champ des perceptions. Cela semble être une perte de contrôle de notre vie, mais c'est en réalité une reprise de contrôle par le meilleur de nous-mêmes. Quand je dis le meilleur de nous-mêmes, en fait, c'est par tout simplement nous-mêmes, car nous ne sommes pas notre personnalité, nous sommes notre âme. Et donc en laissant
l'intuition nous guider, nous nous laissons diriger par nous-mêmes, notre âme. Alors que si nous désirons quelque chose, c'est notre personnalité qui désire, pas notre âme. Pourquoi les pôles opposés des aimants s'attirent-ils? On sait que le pôle Nord est attiré par le pôle Sud. Deux pôles de même nature vont être en répulsion les uns vers les autres. Tout dans la nature se dirige vers ce que les scientifiques appellent l'entropie. L'entropie, ça caractérise le degré de désorganisation d'un système. Une particule, c'est un système organisé. Quand, par défaut, la nature va être désorganisée parce que son état naturel, en quelque sorte, c'est un état ondulatoire. C'est un état sans forme, sans organisation. Donc si on laisse la nature faire, eh bien, il y a une loi en thermodynamique qui montre qu'elle est croissante, cette entropie, dans un système sans contrainte. Ça veut dire que pour pouvoir garder cette forme, garder cette concrétisation, ce que l'on voit autour de nous, eh bien, il faut des contraintes. Il y a quelque chose qui crée, qui fait en sorte qu'il n'y a pas cette désorganisation. Et ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas cette désorganisation, j'aime bien la définition de Greg Braden quand il nous parle de la conscience. Il nous dit la conscience, c'est ce qui maintient ensemble les particules dans un atome. C'est-à-dire c'est ce qui crée cette contrainte. C'est ce qui fait en sorte, qui permet à une forme de garder sa forme. Et donc la conscience, c'est ça qui va permettre d'éviter l'entropie. Parce que s'il n'y a pas de conscience, eh bien, on revient à la forme originelle qui est eh bien, purement ondulatoire, sans aucune forme. Alors les pôles opposés s'attirent-ils car leur combinaison leur permet de devenir neutres. C'est-à-dire s'ils retrouvent un équilibre, ils retrouvent le point zéro qui va les ramener vers l'entropie, en quelque sorte. Je ne réponds pas à la question, je pose juste la question. L'état naturel de la vie, c'est un état de pur potentiel, non organisé. C'est uniquement lorsque nous sommes matérialisés, que lorsque nous sommes dans un corps physique, eh bien, que la vie est organisée. Alors pourquoi un individu est-il attiré par son opposé? Un homme est généralement attiré par une femme, et vice-versa. Une personne faible va plutôt être attirée vers une personne forte. En généralisant, eh bien, quelqu'un va être attiré par son contraire, ce qu'il n'a pas. En fait, pas son contraire, mais sa complémentarité. Ne pas oublier que c'est la pensée sur laquelle nous nous focalisons le plus notre attention qui va se matérialiser. Et donc, nous sommes attirés vers ce qui nous manque. Penser à un manque créera le manque. Donc si nous manquons quelque chose, si nous n'avons pas quelque chose, eh bien nous allons être attirés vers la complémentarité, vers ce manque. Et donc c'est ce manque que nous allons amener à nous. L'état idéal pour obtenir quelque chose est de se sentir comme si nous possédions déjà cette chose. Donc c'est pour ça qu'en évolution personnelle, on nous dit, bien, si tu veux quelque chose, considère que tu l'as déjà. Parce que si tu ne considères pas que tu l'as déjà, tu vas vibrer le manque. Et donc tu vas attirer le manque. Au lieu d'attirer ce que tu n'as pas, tu vas justement continuer d'attirer ce que tu n'as pas. Parce que c'est ce manque sur lequel tu vas te focaliser. Et donc pour ne pas se focaliser sur ce manque, il faut faire comme si. Faire comme si, c'est très important. Ça fait partie des points les plus importants en développement personnel, à mon avis. Parce que le faire comme si, c'est se mettre dans un état. Nous n'avons pas la chose, nous en sommes conscients que nous ne l'avons pas, mais nous faisons comme si nous l'avions. Et en faisant comme si nous l'avions, bien justement, c'est ça qui va aider à permettre de le faire se matérialiser, de l'attirer à nous. Alors maintenant, une petite réflexion à méditer. On a vu qu'une pensée,
C'était dans un état ondulatoire, un état en puissance. Et donc c'est ce qui est à l'intérieur de nous. La matière, c'est ce qui va s'extérioriser, c'est ce qui va se matérialiser, c'est ce qui est à l'extérieur de nous. De nos jours, les auteurs qui ont le plus d'influence sur les gens sont ceux qui voient le monde extérieur comme maléfique. Mais nous devenons ce sur quoi nous focalisons le plus notre attention. Notre perception extérieure est le reflet de notre perception intérieure. Donc si ces propos nous attirent, cela ne signifie-t-il pas que nous focalisons notre attention sur ce qui ne va pas en nous? En alimentant par nos pensées une idée maléfique, ne contribuons-nous pas à la perpétuer? Je pose juste la question. Si nous focalisions notre attention sur ce qui va bien en nous, le monde autour de nous ne deviendrait-il pas plus bénéfique? Pour cela, il n'est pas demandé de nier la réalité que nous percevons, il faut juste cesser d'alimenter les systèmes que nous ne voulons pas et alimenter les systèmes que nous voulons. Dis-moi comment tu vois le monde extérieur et je te dirai comment tu es. Merci de votre attention.